Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast qui donne la parole aux boursiers easier. Et je suis aujourd'hui avec Luigi Duarte. Donc Luigi, tu es en temps normal à Québec, au Canada. Et tu es exceptionnellement donc parmi nous en France, à Nantes. On va reparler de ton parcours. Effectivement, tu es en double diplôme avec l'Université Laval au Québec. Avant cela, il s'est passé énormément de choses. Et je te propose de prendre effectivement le temps de dérouler ton parcours, ce qui t'a marqué aussi au sein de l'ESB, et puis tes nombreuses expériences à l'international. On le sent d'ailleurs à travers ton prénom et ton nom de famille, Duarte, Luigi. Tu peux nous parler un peu de tes origines, ton parcours? En fait, je suis d'origine portugaise, donc je suis très centré en fait sur cette origine, parce que j'avais l'habitude de partir au Portugal, etc. en famille, donc il y a vraiment une grosse importance liée à ça. Ce qui fait que j'avais déjà en fait dans la tête, je m'étais posé en tant qu'ingénieur qui voulait partir hors Europe, donc qui voulait partir notamment au Brésil. Donc ça faisait quelques temps que j'avais déjà ce plan. Donc l'ESB pour ouais, ou même avant l'ESB, ton parcours d'études, quel est-il? C'est que j'étais en STI2D, donc en sciences techniques de l'industrie et du développement durable. Donc c'était une filière qui était beaucoup plus pratique, qui était moins théorique en fait dans les sciences. C'était axé sur l'architecture et la construction, l'énergie, la mécanique. Ça peut être aussi sur l'informatique. Ensuite à ça, j'étais en spécialité architecture et construction, et j'ai considéré que l'architecture c'était vraiment ma passion. Je voulais développer encore plus en fait cette branche-là. Donc je suis parti en DUT génie civil à Saint-Nazaire, qui était vraiment passionnant parce que en fait on avait étudié cette dimension du génie civil, mais sur absolument toutes les coutures. Genre du coup DUT génie civil, c'est à la fois le bâtiment et les travaux publics. J'étais spécialisé en bâtiment, et il y a plusieurs de mes collègues d'ailleurs qui sont à l'ESB, qui ont fait un DUT génie civil avant, oui. Et ça pose énormément de bases en fait sur la construction. Donc suite à ça, j'ai voulu me spécialiser dans le bois, parce qu'il faut savoir qu'en génie civil, on a plus 3 corps de spécialisation, à savoir le béton, le métal ou le bois. Donc comme j'avais des vertus et puis un esprit un peu plus porté justement sur le bois. Alors d'où ça te venait ça? Est-ce que tu arrives à l'expliquer? Est-ce que c'était juste une appétence, un goût personnel, ou tu arrives à l'expliquer avec peut-être d'autres explications, d'autres raisons? Je pense que c'est plus le fait d'avoir un matériau qui est noble, qui est écologique, puis même qui est aussi facile, qui est assez intuitif, qu'on peut toucher, etc. Il y a énormément de constructions, par exemple à l'ESB, qui sont faites en bois qu'on a envie de toucher. Genre c'est un matériau qui est vachement chaleureux, donc je pense que c'était d'une part par rapport à ça, et aussi parce que on nous met en fait en contexte que le bois prend de plus en plus de place dans les réglementations, dans les normes. Donc c'est un matériau d'avenir, et ça on est obligé de se recentrer là-dessus. Sur le choix de l'ESB précisément, après ton DUT, tu te rappelles ce qui a motivé ton choix? Pour aller à l'ESB? Oui. C'était de manière générale, en fait, j'avais des contacts en DUT, notamment des profs qui, eux, avaient fait soit l'ESB ou étaient en contact permanent avec eux. Et donc, on me l'avait vendu en quelque sorte, mais dans le bon sens. J'avais déjà une bonne image de l'ESB, donc c'était pour moi aussi dans la continuité. Puis ça me paraissait évident, clair en fait, de continuer dans cette école. D'accord. Alors on va justement retracer ces 3 années, tu as dit, et toi t'es pas au bout, j'allais dire tes peines, non, de tes plaisirs et de tes apprentissages, puisque tu as choisi de prolonger avec un double diplôme. Peut-être nous expliquer où tu en es aujourd'hui de ce cursus avec l'Université Laval, et puis ce que tu retiens aussi de ces 3 premières années à l'école. Donc là, je suis en maîtrise, donc je suis étudiant-chercheur à l'Université Laval, donc qui se situe à Québec, dans la province de Québec et dans la ville de Québec. Là-bas, je suis dirigé par Pierre Blanchet, qui est un chercheur de renom, en fait, que ce soit au Canada ou même à l'international. Je suis également avec des collègues à moi qui sont en double diplôme, soit Dimitri, Imen, Flore, ou même Pierre Mathis ou Oscar, qui étaient dans les... Donc,
j'ai pas l'impression de m'être vraiment déconnecté déjà de l'ESB. C'est-à-dire qu'il y a toute une petite communauté d'élèves de l'ESB qui sont là-bas déjà en double diplôme. Il y a aussi des gens qui viennent en stage. Donc, on explique peut-être un double diplôme. Le principe, c'est que en gros, tu fais une partie de ton diplôme d'ingénieur ESB là-bas. Et tu vas valider donc une partie des UE, des crédits là-bas, tout en ayant un diplôme de ce que tu appelles la maîtrise là-bas. C'est très spécifique, c'est plus orienté recherche, c'est ça? Oui, en fait, c'est vraiment un cluster de chercheurs. Il y a tout le campus qui est organisé de cette façon-là. Et en fait, quand on se rend compte, quand on fait une revue de littérature, donc en fait de voir, de revoir tout le savoir qui a été accumulé sur un domaine et puis d'identifier des gaps dans la littérature, on se rend compte que tous les auteurs qu'on puisse voir dans les articles qui nous intéressent, ils sont situés en fait, il y en a qui sont situés au Canada. Il y en a, on peut leur parler, on peut aller voir. Il n'y a pas vraiment de distanciation par rapport à ça. Et on sent que c'est vraiment un cluster et qu'on est vraiment baigné dans la recherche. Donc ça fait vraiment plaisir en fait d'être entouré dans un domaine qui est assez compliqué en fait, de prime abord. Parce que la recherche, ça peut être... on peut être vachement perdu en fait si on n'est pas pris correctement. Alors explique-nous le sujet de manière simple sur lequel tu travailles, toi, dans le cadre de cette maîtrise. Moi, je travaille sur le transfert de masse et de thermique au sein d'un mur. Donc, typiquement, j'ai 3 assemblages qui sont différents de par leur composition, qui sont biosourcés. Et en fait, on vient justement travailler avec des pavillons qui sont instrumentés avec des capteurs thermiques et d'humidité pour voir en fait soit en labo, soit sur site quels sont par exemple l'effet tampon thermique, les capacités thermiques, les capacités via l'humidité et aussi via l'acoustique qui prend de plus en plus de place dans le bâtiment. Ok, j'ai compris, donc c'est assez clair. Ok, donc 3 types de panneaux en fait d'assemblage différents avec du bois et du biosourcé et vous allez voir comment ça évolue dans le temps, c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que la recherche elle est différente au Canada, au Québec par rapport à la France, à l'image que tu en avais en France? Parce que tu as quand même un parcours, t'as un DUT, école d'ingénieur, et là d'orienter vers la recherche, c'est quand même déjà un parcours assez atypique et en plus à l'étranger. Est-ce que tu as conscience déjà de ce parcours qui est assez atypique et en quoi la recherche pour toi là-bas elle est différente ou pas de la France, je sais pas, ce qui est différent, c'est vraiment l'entourage. Comme tu as un cluster de chercheurs, en fait, tu es vraiment baigné dedans. Alors qu'en France, c'est peut-être plus des petits groupes. On avait, par exemple, un gars qui est venu justement au Canada pour promouvoir sa recherche en France. Et en fait, lui, il va travailler avec des projets industriels en France, ce qui se fait beaucoup moins en France, alors qu'au Canada, il y a beaucoup plus de projets industriels ou de collaborations qui font qu'en fait, les recherches vont être menées, mais plus en pratique. Alors qu'en théorie, en France, on a plus l'impression d'avoir des recherches qui vont pas forcément mener à des mises en pratique. Et donc, il y a une grosse différence, je pense, entre les deux, entre le Canada et la France. Une grande proximité entre les entreprises et les chercheurs, et vous travaillez pour des sujets vraiment qui sont appliqués et financés d'ailleurs, hein. C'est dans le cadre d'une chaire, donc financée par des entreprises. Très bien. Ok, c'est plus clair. Et alors, avec toi, Luigi, on est obligé de parler de l'international, on l'a dit, parce que tu as tes origines auxquelles tu es très attaché, et puis tu es parti, effectivement, dans le cadre de tes études au Brésil. Tu peux nous en dire quelques mots ? Exactement. C'était du coup 1 an avant le Canada, comme quoi je voyageais quasiment tous les ans. Et donc là, c'était un semestre qui se passait à Curitiba, au Brésil. Donc c'est à 6 heures de Rio de Janeiro. Et à ce moment-là, on était plus dans un cursus qui était orienté vers le florestal, comment on peut dire ça. En fait, la foresterie ? Non ? Ouais, mais c'était plus relié à la dendrologie, en fait, l'histoire de caractériser un arbre via son tronc, via son feuillage. Donc, c'était peut-être un peu plus technique et un peu plus... c'était beaucoup de cours en nature. Puis en plus, c'est la découverte aussi de la forêt tropicale. La flore du Brésil. Donc, c'était vraiment intéressant.
Le plus intéressant, les cours étaient extrêmement intéressants, mais le plus intéressant, c'est aussi à connaître les gens qui sont extrêmement sympas, extrêmement bienveillants. Et d'autre part, c'est que c'est aussi un continent que t'as pas l'habitude de voir, en fait. Ce qui peut paraître banal là-bas, par exemple, une Monstera ou quoi, c'est des Monstera qui font 20 mètres de haut, qui sont... Une Monstera, c'est quoi? C'est une plante tropicale, je pense qu'en photo, je te montrerai en photo. Mais en fait, tout paraît impressionnant là-bas, alors que pour eux, c'est banal. Démesuré. C'est ça, en ouais. fait, c'est le côté tropical, ça. C'est que la petite herbe fait 20 mètres de haut. En Europe. Ouais. Et t'as gardé ça au Canada, parce que tout est un peu démesuré. En termes d'espace. En termes d'espace, ouais. Il y a, après le Canada, c'est différent parce que là, je suis implanté plus en études et je vais pas m'amuser à voyager à droite à gauche parce que, déjà, j'en ai eu assez, en fait, peut-être avant au Brésil de parcourir des miles et des miles. Mais oui, il y a de très beaux paysages aussi au Canada. Alors, on va parler un petit peu du fonds de dotation, si tu veux bien, parce que c'est aussi à ce titre-là que je t'ai invité. Et c'est à ce moment-là, donc lorsque tu as eu besoin, tu as eu ce projet, tu souhaitais partir aussi, te rapprocher un peu de tes racines finalement, que tu as eu un besoin d'un petit coup de main et que tu as sollicité le fonds de dotation. Ouais, il y avait... En fait, c'était une période pendant laquelle j'étais énormément dans les associations, que ce soit en fait dans le bureau des sports, j'étais président. Il y avait également la nuit du bois. Moi, j'étais secrétaire, mais j'étais aussi garant en fait d'un pôle, c'est de l'atelier. Et il y avait énormément de choses. Mais en parallèle de ça, je devais aussi, pour couvrir les dépenses liées au Brésil, qui allait arriver dans les prochains mois, je devais en fait joindre les deux bouts. Et du coup, j'ai cumulé 2 emplois étudiants. Donc un qui était la semaine, qui était plus en soirée, je pouvais terminer à 2-3 heures du matin. Et l'autre qui était le week-end. Donc j'ai cumulé ça pendant 4 mois. Et en fait, la bourse Easier Studies m'a permis, en plus de ce travail-là, en fait, j'aurais jamais pu, je pense, joindre les deux bouts si j'avais pas eu la bourse Easier Studies. Donc vraiment, ça, c'était vraiment important. Quand on fait le décompte de tout ce que tu as vécu, de toutes ces expériences, on raconte pas tout, mais j'ai souvenir aussi que tu étais très présent quand tu étais à l'école, très ouvert et très en soutien de tout ce qu'on faisait vis-à-vis des étudiants étrangers, hein, qu'on a accueillis, qu'on accueille encore à l'école. Quelqu'un de très ouvert, très humain. Finalement, est-ce que tu as vu au fond de toi une transformation s'opérer au fur et à mesure de ces expériences, de ces années? Est-ce que tu as l'impression que le Luigi d'aujourd'hui, c'est le même qu'il y a 3 ans? Bah non, je pense pas, parce que c'est vraiment l'idée de... Même en fait, je le vois au Canada, il y a... je sais pas, en fait, les contacts sont beaucoup plus faciles à faire parce qu'en fait, il y a une ouverture de l'esprit qui s'est créée. Souvent, en fait, je suis attiré aussi par la différence. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pas avoir forcément les mêmes coutumes, les mêmes cultures, je vais m'y intéresser. Et en fait, au fur et à mesure, c'est donnant-donnant. En fait, quelqu'un qui s'intéresse finit par trouver quelqu'un qui s'y intéresse. Et en fait, entre passionnés, ensuite, on vient créer des liens forts. Donc, c'est quelque chose que j'avais pas forcément avant. Oui, c'est clair, ça m'a permis de développer ça. Tu étais déjà très ouvert. Oui. J'ai souvenir de toi très très naturellement. Je te sens même peut-être plus posé aujourd'hui, plus mûr. Et j'ai envie que tu nous fasses un petit peu rêver parce que tu nous as parlé du Brésil. Là, t'es au Canada, c'est le grand blanc. Il va faire, c'est déjà peut-être tout blanc. Je ne sais pas quelle est la température. Tu vas me dire ça? Ça commence. Il fait combien là en ce moment? Il doit faire 5, 10, je pense, au plus bas. Mais ça va continuer à descendre. Et alors, raconte-nous, est-ce que tu as des récits d'aventures, je sais que tu es très sportif, est-ce que tu as déjà des expériences à partager? On était allé... En fait, c'est vachement cosmopolite aussi le Québec. Et donc, il y a énormément de nationalités qui s'échangent. On était notamment avec des Belges qui étaient venus en stage. Et donc, on avait tout un petit groupe. En fait, on part à droite à gauche, faire du ski. Enfin, il y en a qui s'essayent au snow. Enfin, il y a... On fait aussi forcément du hockey. Enfin, pas du hockey, mais de la patinoire à droite à gauche. Il y a énormément de... Sur le Saint-Laurent qui est gelé l'hiver, non? C'est ça? Non, ça on voudrait bien, mais... Pas encore? Mais plus tard. Ah, ok. Donc, ouais, il y a vraiment une saison hivernale et une saison estivale
qui fait que tu viens couper en fait ta saison des sports et tout, tout est différent. Ok. Est-ce que on arrive bientôt au terme de ce podcast, donc j'aimerais maintenant m'adresser à toi pour savoir si tu as un message que tu souhaiterais passer aux personnes, aux jeunes, aux parents qui nous écoutent, peut-être pour soit les inspirer, soit les rassurer. C'est vrai qu'on entend plein de choses aujourd'hui sur les jeunes, sur les questionnements autour de leur orientation, la position sur la société. Toi, avec tout ce que tu as vécu, tous tes voyages, tu as cette transformation, qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme conseil, comme vision? Je pense que le plus important, ça va être d'explorer. En fait, d'explorer droite à gauche, par exemple, on avait fait un workshop ici où on était en contact avec des étudiants qui étaient en architecture, qui étaient soit de Hongrie, soit de Roumanie. Enfin, j'étais aussi au Brésil, j'étais au Canada. Et en fait, le fait d'explorer à droite à gauche, de pas rester dans sa zone de confort, puis aussi d'apprendre aussi des autres, des différentes cultures, ça fait qu'en fait, on vient vraiment se nourrir de tout ça, puis en prenant plaisir, parce que franchement, enfin, tu vas aussi à l'étranger ou quoi pour kiffer. Enfin, genre, tu vas découvrir du monde, tu vas te faire des amis. Et en fait, indirectement, c'est derrière que la magie s'opère aussi. C'est que tu vas vraiment t'approprier des valeurs, des cultures et t'enrichir, mais en fait, naturellement. C'est un peu contre-intuitif, mais je pense qu'il faut faire tout ça en s'amusant. Ouais, on entend la notion de plaisir. Je pense que c'est aussi assez culturel nord-américain où il y a une espèce de décontraction où on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est un peu ça l'idée, l'état d'esprit. Ouais, bah même avec les collègues ou ceux qui sont au-dessus de nous dans la hiérarchie. Bien sûr, il y a une exigence qui est énorme au Canada, donc faut pas partir à partir du principe qu'on va se tourner les pouces parce qu'il faut vraiment travailler. À la limite sans relâche, mais derrière on sent qu'en fait quand le travail est bien fait, il y a vraiment une grosse proximité qui peut se créer. Donc c'est intéressant d'avoir une exigence d'une part parce que on pourrait sentir que qu'on fait vraiment quelque chose, qu'on crée quelque chose avec eux, et ensuite vient le moment plus détente. Donc d'avoir ces deux phases-là, ça fait qu'on est plus stimulé en fait par notre voyage. Ok, peut-être une dernière question un petit peu anecdotique autour de ce qui te manque le plus finalement quand tu es là-bas, parce que tu es au Québec maintenant depuis 1 an. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus de la France? Qui m'a manqué le plus. C'est pas forcément une question sérieuse, hein. Tu peux, tu peux te lâcher. Hein. Bah c'est peut-être bête, mais quand je suis arrivé à l'aéroport, de toute façon à Paris, le premier truc que j'ai fait, c'est prendre pain au chocolat et puis un bon sandwich. Et en fait, c'est tout bête, mais il y a pas spécialement de sandwicherie au Canada, donc d'avoir des mets en fait qui sont qui paraissent simples en France. Moi, c'est ce qui m'a le plus manqué, je pense. Le bon jambon beurre ou le bon croissant au beurre, quoi. C'est ça que... Des trucs simples. Ouais. Encore plus simple. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Donc, il te reste à peu près 1 an, c'est ça, double diplôme sur la partie recherche pour valider à la fois la maîtrise là-bas et le diplôme de SB. Donc, on se reverra l'année prochaine, c'est ça? C'est ça. Et à la suite pour toi? Comment tu l'envisages? Je pense honnêtement que je vais continuer au Canada. Donc je vais revenir parce qu'il y a énormément d'opportunités à droite à gauche. Donc puis même j'ai pris goût aussi que ce soit la vie là-bas aux gens, bien que ce soit un peu cher en ce moment. Mais non, c'est que là je pense que je vais retourner là-bas. Ok. Bah, on en profite pour saluer toute notre communauté d'alumni qui sont à l'international, puisque ils seront très nombreux. Les derniers chiffres que j'ai en tête, c'est qu'à peu près un étudiant sur 5 diplômés partaient travailler à l'étranger. Oui. Alors soit c'était des étudiants étrangers eux-mêmes qui revenaient dans leur pays, ou aussi des Français comme toi qui continuent. Donc en tout cas, merci pour ce beau témoignage d'ouverture à l'international. Tu sais combien pour moi c'est aussi un sujet important, puisque j'ai travaillé sur ces sujets-là pendant presque 14 ans à l'ESB. Et très heureux aussi de voir que tu as trouvé ton chemin vers la recherche au Canada, mais peut-être qu'on te reverra en France un peu plus tard.
Qui sait. En tout cas, merci à toi et bonne continuation. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, donc pour découvrir, aller à la rencontre de ces élèves de l'ESB, vous l'avez vu, à la fois en études, mais aussi bientôt diplômés, toujours avec ce goût de l'autre, le goût de la découverte du matériau. Merci à nouveau à tous ceux qui rendent ce podcast et le soutien de ces élèves possible. À très bientôt.